La révolution ukrainienne, je l'ai vue un peu comme tout le monde, depuis ma télévision. Comme tout le monde, j'ai éprouvé de la sympathie pour ces hommes et ces femmes qui occupaient la rue nuit et jour, en plein hiver. Ils voulaient rejoindre l'Europe, s'éloigner de la Russie. Ils espéraient le départ du président corrompu, Yanukovych. Ils en espéraient plus de justice, moins d'inégalité. Une image m'avait frappé. Une diplomate américaine était venue leur offrir des petits pains. Le monde libre et ses caméras étaient du côté des insurgés. Quand les affrontements avec la police avaient éclaté, j'ai admiré leur courage. Finalement, ils avaient gagné. Yanukovych, le président pro-russe, est parti. Il a abandonné son palais. Celui-ci s'est transformé en jardin public. Ah, ça, c'est un nain de jardin. Quand on a les moyens, on se paye un nain de jardin en marbre. C'est immense, il y a une forêt privée, il y a une golf privé. Quand on arrive à amasser cette fortune-là en quelques années en étant homme politique, ça veut dire qu'on sait rendre des services à des gens qui ont les moyens. Ainsi s'achevait la révolution ukrainienne en photo de mariage dans le parc de la villa du président kleptocrate. Avec plein de bonheur et, on l'espère, beaucoup d'enfants. Tout est bien, qui finit bien. Mais alors, d'où me venait cette légère impression de m'être fait avoir? Après la Révolution, les détails qui m'avaient perturbé sont devenus plus visibles. Des détails passés inaperçus dans la chaleur du moment. Pas grand-chose. L'allure des émeutiers les plus farouches. Ces symboles mystérieux qui flottaient ici ou là. Une main jaune. Une drôle de croix. Et un trident rouge et noir. Qui étaient ces gens masqués? Qu'étaient-ils devenus maintenant que les caméras avaient quitté l'Ukraine? Est-ce que l'histoire était vraiment finie? Les premiers que je vais rencontrer sont les miliciens du secteur droit. Nous sommes à 800 km, au sud de Kiev. La révolution est terminée depuis 18 mois. Les miliciens viennent de prendre le contrôle de la frontière entre l'Ukraine et la Crimée. T'es chargé? Mais vous avez le droit de me demander ça? On peut appeler la police si tu veux. Allez, donne les papiers du véhicule. Plus aucun camion de ravitaillement ne peut passer. Des centaines de véhicules sont bloqués sur des dizaines de kilomètres. Le secteur droit s'est arrogé le droit d'affamer la Crimée. La Crimée est une péninsule au sud de l'Ukraine. Elle est peuplée majoritairement de Russes. Après la révolution ukrainienne, des troupes russes l'ont envahie. Puis, sa population a massivement voté par référendum son allégeance à la Russie. Le pouvoir en Ukraine, il appartient au peuple. Et nous, on est le peuple. Et le peuple, il ne veut pas nourrir l'occupant, c'est tout. En Crimée, il y a l'armée russe, elle compte 60 000 hommes. Et c'est nous qui les nourrissons. Et après, ils viennent nous tuer. Officiellement, les douaniers nous disent « Vous pouvez traverser ». Mais ces mecs-là, ces inconnus,
Ils ont créé une nouvelle frontière. Et ils sont armés. Ils ont des armes automatiques et des cocktails Molotov. On ne passe pas. Même la police, elle n'a rien le droit de leur dire. En réalité, on a un peu peur de ce qui peut nous arriver. Imposer un blocus à un territoire est un acte grave qui peut déclencher une violente riposte militaire. Pourquoi l'État ukrainien laisse-t-il faire une milice incontrôlée? Mon devoir de policier est de protéger la vie des citoyens ukrainiens. Le rôle des paramilitaires est mystérieux. Est-ce qu'ils font le sale boulot pour le compte du gouvernement? Ou bien est-ce qu'ils ont kidnappé le pouvoir dans la rue? Comment ont-ils acquis une telle importance? Kiev, 2015. La place Maidan, où s'est déroulée la révolution, a retrouvé son visage habituel. En apparence, rien n'a vraiment changé. Le nouveau président, Porochenko, et son premier ministre, le jeune banquier Yatsenyuk, sont des vétérans de la politique ukrainienne. Quoi de neuf alors? La nouveauté, c'est un gouvernement qui a coupé ses liens avec la Russie et s'est tourné vers les Américains. Symbole de ce rapprochement, la ministre des Finances, Nathalie Yaresko, c'est une ancienne diplomate américaine. Elle a dû se naturaliser ukrainienne pour prendre ses fonctions. Les États-Unis sont un des plus grands alliés de l'Ukraine dans son combat pour la liberté et l'indépendance. Mais le plus frappant dans la nouvelle Ukraine, ce sont les portraits de ces hommes le long des rues. Ceux qu'on appelle les héros. Souvent membres des milices paramilitaires, ils ont permis le changement de régime. Il y a les morts, près d'une centaine d'entre eux a perdu la vie. Et puis il y a les vivants. Certains s'affichent sur des panneaux publicitaires géants pour les élections. Les milices sont devenues une force médiatique et politique. Leur porte-parole le plus célèbre est Igor Mositchouk. Pour moi, la notion de nation, et donc d'Ukrainien, c'est un lien de sang et d'esprit entre les morts, les vivants et ceux qui ne sont pas encore nés. C'est un lien de sang et d'esprit. Grâce à la Révolution, Igor a été élu député. Mais il reste avant tout un milicien. Et Igor n'est pas homme à se laisser embarrasser par la dignité de la fonction. La spécialité d'Igor, ce n'est pas le coup de feu, c'est le coup de pression, aussitôt posté sur Internet. Là, c'est Igor qui critique le président tchétchène. Igor n'est pas content du traitement d'un dossier médical. Igor dialogue avec une magistrate. Igor tente de convaincre un fonctionnaire des douanes qu'il devrait démissionner. Igor donne une conférence de presse, mais auparavant, il demande à un journaliste de quitter la salle. Et quand Igor accorde une interview, il veut le silence. Hé les filles, je donne une interview! Continuons. Sur YouTube, on trouve des vidéos de vous-même, je crois. Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous faites ça? Premièrement, c'était il y a un an, quand le leader du parti, Oleg Yashko, et moi-même, et d'autres parlementaires actuels, faisions tout pour défendre notre pays. Mais c'est quand même une nouvelle forme de communication politique, quand même, non? C'est très, très original d'arrêter les gens, de leur casser la figure devant les caméras et de les mettre sur Internet. C'est inattendu, quoi. Je suis heureux qu'on l'ait fait.
Et je pense que si on est au Parlement aujourd'hui, c'est parce que nous nous sommes battus pour notre pays. Et le peuple nous a soutenus. Près de 2 millions d'électeurs ont voté pour notre parti. Aujourd'hui, nous suivons Igor dans une des opérations d'intimidation dont il a le secret. Ils sont venus défendre un de leurs amis miliciens jugé par un tribunal de Kiev. Igor a donné rendez-vous à une vingtaine de brigadistes. Et au début, ça se passe mal. L'un des miliciens commet un sacrilège, il parle russe. Je suis ukrainien. Je suis ukrainien. Et un Ukrainien ne parle pas la langue des Ruskov. Arrête de provoquer. Les gens qui parlent la langue des Ruskov sont des abrutis, des merdes. Et il faut les détruire. De toute façon, quand on voit ta tête, t'as pas l'air très ukrainien. Faudrait voir qui sont tes ancêtres. Ça fera des Ruskov de moins. Ah, Hitler. T'es un provocateur payé par les services russes. Pour qui tu travailles? Pour l'Ukraine. À l'heure dite, Igor et ses amis rentrent dans le tribunal. Les policiers de la sécurité du bâtiment sont paralysés de peur. Une fille en uniforme est chargée de filmer ses exploits. C'est l'officier YouTube. Igor le sait, le pouvoir est au bout du clic. Igor et ses miliciens sont furieux, leur ami n'est pas dans la cage. Son procès a été reporté. Ils vont repartir dépités, non sans avoir lâché quelques menaces à l'adresse des juges. Pour cette fois, les miliciens se sont déplacés pour rien. Mais chaque jour, dans la rue, les brigades masquées du secteur droit font régner l'ordre en un étrange mélange de justice expéditive et de télé-réalité. Ici, ce sont des dealers de cannabis. Là, des gardiens d'immeubles qui buvaient des coups pendant les heures de service. Les justiciers attendent l'arrivée de la police, leur remettent les suspects, et puis ils s'envolent vers de nouveaux exploits. Qui sont ces hommes qui se cachent derrière ces masques? J'ai rendez-vous dans une des casernes du secteur droit, en banlieue de Kiev. Surprise. Dans le camp, il n'y a pas que des Ukrainiens. Ce jeune homme masqué est français. Vous vous masquez, pourquoi? Pour ma sécurité et la vôtre, dans un certain sens. La mienne? Pourquoi la mienne? Pour les Russes. C'est tout. Parce que vous voulez pouvoir revenir en France tranquillement? Voilà. Moi, je viens ici pour développer mes compétences, on va dire. Et vous voulez aller vers quelle spécialité? Moi, je pencherais plus pour sniper. C'est efficace. Pour l'instant, ses compétences laissent un peu à désirer. Mais le français s'améliore de jour en jour. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de venir ici? Pour défendre ma terre, dans un certain sens. Si les Russes réussissent à rentrer en Ukraine, il y a de fortes chances que ça finisse comme dans le passé, que ça continue d'avancer et d'arriver jusque chez nous. Ici, on est tous à un rempart contre l'invasion russe. Voilà. Empêcher les Russes d'envahir la France. Le français masqué parle comme un film d'archives en noir et blanc. Comme ceux de la Deuxième Guerre mondiale qu'ils aiment regarder avec ses amis dans la salle de télévision. Leurs chefs leur ont donné pour consigne de rester discrets sur leurs opinions politiques, surtout devant les journalistes. Mais à certains détails, si on est observateur, on peut les deviner. Je suppose que Mussolini, c'est pas votre vrai nom? Ah merde, j'ai oublié de l'enlever. Non, c'est pas mon vrai nom, mais bon, c'est pas grave. Ah, On oublie toujours un détail. ouais, on a tous un surnom. D'accord. Et vous, c'est Benito Mussolini? Moi, c'est Mussolini ici, oui. À mesure que j'avance dans l'enquête, les pièces du puzzle s'assemblent.
Ce qui était resté dans l'ombre me devient plus clair. Les brigadistes du secteur droit ne sont pas seulement des patriotes forgés dans la lutte contre les Russes. Ce sont des paramilitaires d'extrême droite, avec une vision totalitaire de la société. Leur fondateur, Dimitri Yarosh, livre leur vision du monde dans un clip qui sent le fanatisme et le pneu brûlé. Nous sommes les combattants du secteur droit. Ce n'est que le début. La renaissance de l'Europe commence avec notre Maïdan. Contre la démocratie marginale et corrompue. Contre la dégénérescence et le libéralisme totalitaire. Pour la morale nationale et les valeurs familiales. Pour une jeunesse saine de corps et d'esprit. Contre le culte du gain illicite et de la débauche. Contre toute forme d'intégration qui serait imposée à l'Ukraine. Pour l'unité et la grandeur de la nation ukrainienne. Pour une grande Ukraine, une grande reconquête européenne. Ça passe un peu vite, mais il faut l'entendre. Il est contre la démocratie, contre la liberté des mœurs et contre l'intégration européenne. Un mélange de nationalisme et d'apocalypse qui devrait effrayer toute démocratie. Et pourtant, Dimitri Yarosh est aussi conseiller au ministère de la Défense. Le trident du secteur droit n'était pas l'unique symbole troublant qui venait parsemer les images de la révolution Maïdan. Aux côtés de leur drapeau rouge et noir surgissaient les bannières jaunes et bleues de la brigade Azov. Eux aussi saturaient Internet de leurs vidéos guerrières et ce fameux signe qui m'intriguait sur leur brassard. Il ressemble furieusement à celui de la division SS Das Reich, qui a massacré des civils de l'Ukraine jusqu'à Oradour-sur-Glane. Leur porte-drapeau aussi s'inspirait des nazis. Sur Internet, des photos se multiplient, inquiétantes. La plupart ont sans doute été postées par les officines de propagande de leur ennemi russe, mais elles semblent authentiques. J'ai retrouvé le bataillon Azov, au nord de Kiev, dans une usine abandonnée. Ils ont changé de dimension. Ils ont abandonné les bâtons et les boucliers en bois. Ils manipulent maintenant de vrais fusils. À nouveau, l'ambiguïté. Officiellement, cette brigade obéit à l'armée nationale ukrainienne. Et pourtant, nombre d'entre eux restent masqués. Leur chef est issu de la mouvance nationaliste radicale, mais il sait qu'il doit, pour des raisons diplomatiques, le dissimuler aux médias occidentaux. Donc rien à voir entre le bataillon Azov et une présence néo-nazie, ça n'existe pas. Nous sommes un bataillon composé à 60% de nationalistes. Alors oui, on peut facilement manipuler cette info. Mais le national-socialisme, c'est une idéologie qui a existé dans d'autres pays il y a 70 ans et qui a disparu depuis longtemps. En vérité, ça ne nous intéresse pas. Dans ce hangar, Azov fabrique une nouvelle génération de chars. C'est un choc de découvrir qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, au cœur de l'Europe, des bandes armées d'extrême droite ont reconstitué des corps francs, lourdement armés. On a l'impression quand même que c'est un petit corps d'armée parallèle, hein, donc ça vaut beaucoup d'argent, de 1500 hommes, de matériel comme ça. Qui vous aide financièrement ? Bon, si on parle finance, en ce qui nous concerne, l'armement, il nous est fourni par l'État, ainsi qu'une partie de notre équipement. Tout le reste est le fruit du travail des activistes, parmi lesquels il y a des petits et des moyens businessmen qui investissent de l'argent et qui rendent tout cela possible. Ces manifestants se sont transformés en guerriers lors des combats contre les pro-russes, à l'est du pays. C'est Andrei Biletsky qu'on voit ici diriger la brigade Azov, à Mariupol.
Son bataillon a acquis cette importance parce que l'armée ukrainienne était faible et désorganisée. Les brigades se sont portées volontaires. Le gouvernement avait besoin d'elles. Il les a armées et elles n'ont jamais rendu les armes. Pour comprendre le conflit, il faut savoir qu'en Ukraine, il n'y a pas que des Ukrainiens. Il y a aussi une énorme population d'origine russe. Du temps de l'Union soviétique, les deux peuples se sont beaucoup mélangés, notamment à l'est et au sud du pays. Dans ces régions, une grande partie de la population ne parle que le russe. Après la révolution, le nouveau pouvoir ukrainien a voulu échapper totalement à l'influence de la Russie. Il a annoncé son intention d'interdire l'usage du russe comme langue officielle. Les Russes d'Ukraine, qui ne parlaient pas ukrainien, se sont vus devenir des citoyens de seconde zone. C'est cette mesure qui a mis le feu aux poudres. Poutine, le président russe, s'est appuyé sur cette peur pour encourager les populations d'origine russe à s'armer et à combattre. Les grandes villes ukrainiennes de l'Est, Donetsk et Lugansk, se sont soulevées. Des soldats russes sont intervenus à leur côté sur le sol ukrainien. Des volontaires étrangers sont arrivés pour aider les pro-russes, eux aussi liés à l'extrême droite européenne. Des deux côtés de la ligne de front, l'Ukraine est devenue un aimant pour les chiens de guerre. Dans les 3 mois qui suivent la révolution de février 2014, la situation est explosive. Au sud, dans le grand port d'Odessa, vital pour l'Ukraine, les populations pro-russes commencent elles aussi à manifester. Pacifiquement pour l'instant. Mais le nouveau pouvoir de Kiev devient nerveux. Il ne peut se permettre de perdre aussi Odessa. Le nouveau gouvernement n'a pas confiance dans la police, alors il va s'appuyer sur les milices nationalistes d'Odessa, notamment le secteur droit. Un envoyé du gouvernement vient même les préparer à l'affrontement. À Odessa, le 2 mai 2014, à peine 3 mois après la révolution, ces milices vont déraper très gravement. Notre garçon. Je me souviens de tout. On ne peut rien oublier. Je me souviens de cette foule sauvage. La plupart des gens là-bas, c'étaient des jeunes. C'était l'avenir de ce pays. Tout ce qui était bien ici a été tué le 2 mai. Vadim Papoura, c'est lui, à droite de l'estrade. Nous sommes le 1er mai 2014 et dans 24 heures à ce même endroit, Vadim va mourir, avec 42 autres personnes. Depuis plusieurs semaines, devant la maison des syndicats d'Odessa, s'est installé un campement de communistes, principalement des retraités appauvris. Ils ont oublié que l'Union soviétique était une dictature. Ils regrettent un système qui protégeait les plus faibles. Ici, les gens sont d'origine russe comme une grande partie des habitants d'Odessa. Et ils sont terrorisés par la nouvelle Ukraine. Fatima, la mère de Vadim, est l'une d'entre eux. Ce campement était ici depuis le Maïdan. Il ne gênait personne. Rien ne se passait là-bas en plus. Là-bas, les gens n'étaient pas armés. Il y avait des vieux, des grands-mères et des jeunes. Mark Gordienko dirige une milice nationaliste ukrainienne. 2 jours auparavant, c'est lui que l'homme du gouvernement est venu visiter sur un checkpoint contre les pro-russes. Ce campement était le point de cristallisation du banditisme russe et du monde russe. C'est le grand crime du monde russe qui se cache derrière ces vieux stupides, imbéciles, qui n'ont plus toute leur tête. Le 2 mai, tout commence dans le centre-ville à 2 km de la maison des syndicats. Des nationalistes ukrainiens se sont réunis près d'une église. Il y a des supporters de foot hooligans et une brigade du secteur droit. Tout ce qui va suivre ce jour-là a été tourné par des dizaines de caméras et de téléphones portables, puis posté sur Internet.
Parmi les jeunes Ukrainiens, il y a un groupe d'autodéfense local, dirigé par Vitali. Alors qu'on se rassemblait, on a appris que dans une autre rue, des pro-russes armés avec des haches, des explosifs à clous et des gilets pare-balles allaient eux aussi défiler. Les pro-russes, ce sont eux. Ils portent des brassards rouges. Ils sont 5 fois moins nombreux que les pro-ukrainiens, mais ils vont quand même leur jeter des cailloux. À ce moment-là, Vadim est encore chez sa mère. Il était tranquille à la maison. Et puis quelqu'un l'a contacté, il s'est préparé, il est parti très vite. Nous, on s'est dit, bon, ils vont se jeter quelques pierres les uns sur les autres. Et ensuite, la police va calmer le jeu. Les bagarres vont durer 4 heures. La police est totalement passive. Du côté ukrainien, Mark, le chef nationaliste, dirige les opérations. Проросійські активісти, вони озброєні, вони агресивно настроєні, в них є коктейлі, в них є піротехніка, в них є все. Мої хлопці пішли з пустими руками. Куча машин побитих, взриви. Нас більше, але нам нічого не дають раби. Des deux côtés, des armes à feu sont utilisées. Après, dans le centre-ville, il n'y a pas eu seulement des échanges de pierres. Il y a eu des coups de feu aussi. Les premiers cadavres sont apparus. 2 morts du côté des pro-Ukraine, 4 morts du côté des pro-russes. À 18h, les pro-russes ont totalement perdu le terrain. Mais la foule des pro-ukrainiens n'est pas quitte. Des patriotes ukrainiens sont arrivés sur les derniers pro-russes du centre-ville. Ils venaient d'apprendre la mort de jeunes hommes. Ils étaient comme des sauvages. Ce jour-là, on devait finir ce qu'ils avaient commencé, eux, ces ordures. Alors, avec mes hommes, nous avons décidé d'en finir pour de bon avec le campement de la maison des syndicats. Il était absolument clair que si leur campement n'était pas détruit le 2 mai, il y aurait eu des milliers de partisans du monde russe, enragés et armés. Les gens arrivaient en courant du centre-ville. Ils nous criaient que les nationalistes arrivaient pour brûler et détruire. J'ai crié « Sauvez-vous ! Ils arrivent ici pour nous tuer !» Un des leaders du campement de la maison des syndicats a donné l'ordre aux gens de rentrer chez eux. Mais ils lui ont répondu « Va te faire foutre, on va se défendre. Montons des barricades. » On a fait une grande barricade avec des cartons, des bouts de bois, ce qu'on a pu. Moi, je n'ai réussi à ramener qu'un sac rempli de morceaux de béton. Ceux qui étaient devant la maison des syndicats, je ne parle pas des gens avec qui vous vous battiez dans le centre-ville. C'était surtout des vieilles personnes et des gens qui n'avaient pas l'air très menaçants. Vous êtes des gens... Vous êtes des gens très bizarres. Sachez que ça commence toujours avec ses mamies et ses papis. Au début, ils crient « Poutine, viens !» Ensuite, ils contaminent les jeunes avec leur stupidité. Et ces imbéciles trouvent des moyens pour grandir encore. Je me suis retourné et j'ai vu une foule arriver à 250 mètres. Ils criaient, ils avaient des drapeaux. Je suis devenu muet comme un poisson.
Malheureusement, à ce moment-là, je suis resté au centre-ville. Si j'avais su ce qui allait se passer, j'aurais peut-être pu éviter tout ça. Mais on ne se rendait pas compte. Au début, ils ont mis le feu à notre campement. On a compris qu'on ne pourrait pas se défendre sans armes. Donc on est rentré dans la maison des syndicats. La foule a pris une décision tragique. On allait juste là-bas pour détruire le campement. Personne ne savait que les gens allaient se rassembler dans la maison des syndicats. Ils ont encerclé le bâtiment. On a bloqué tous les passages pour les empêcher d'entrer. Ils étaient 10 fois plus nombreux que nous, environ 3000. Et nous, 350 avec les femmes et les enfants. Je suis entrée dans le bâtiment, j'ai suivi le mouvement comme un mouton. Vous savez, nous, on a grandi sous le socialisme. Le système pensait à notre place, on s'occupait de nous. Et là, tout d'un coup, on vient nous tuer. J'étais choquée. Les gens qui restaient là, c'étaient ceux qui pouvaient se défendre. Alexei fait partie de ceux qui se réfugient dans l'immeuble. Aujourd'hui, ce militant communiste est caché quelque part à l'est de l'Ukraine. Quand je suis entré à l'intérieur de la maison des syndicats, j'ai vu que presque tout le rez-de-chaussée était barricadé par des tables, des chaises, des placards. J'ai vu alors pour la dernière fois Vadim Papoura. C'était un jeune communiste, l'un de nos plus jeunes militants. Il m'a téléphoné, il a dit « Maman, je suis dans la maison des syndicats. Ne viens pas, ne joue pas les héros, s'il te plaît. » Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça dérape à ce point, pour que tout l'immeuble prenne feu? C'était pas fait exprès. Mais depuis la maison des syndicats, ils ont commencé à tirer et à jeter des cocktails Molotov. Ils s'attendaient à quoi? Qu'on leur jette des fleurs en retour? Quand tu jettes un cocktail Molotov sur une place vide, rien ne se passe, bien sûr. Mais quand tu le jettes dans un bâtiment, il prend feu. C'est comme ça. C'était impossible de contrôler ces milliers de personnes. Ils avaient tous une revanche à prendre sur ces ordures. En 20 minutes, il y avait le feu partout. Je me suis résignée à mourir. Je me suis assise par terre. J'ai appelé ma famille pour dire au revoir et leur demander pardon. Regardez cette photo. On le voit. C'est Vadim, avec un casque orange. Je suis monté au 2e étage. J'ai ouvert cette fenêtre et on m'a tiré dessus avec un fusil, puis avec un pistolet. Il y a une vidéo où on voit un homme tirer sur quelqu'un. Eh ben, c'est sur moi qui tire. Ils étaient comme ivres. C'est comme quand un animal sent l'odeur du sang. Il devient fou. C'était pareil avec eux. Ils achevaient les blessés. Rien ne pouvait les arrêter. Quand j'étais dans l'escalier, les flammes ont poussé certains à sauter. Ils s'écrasaient en bas. Certains sont morts comme ça. Et parmi ceux qui ont sauté par les fenêtres, il y en a aussi qui ont été achevés au sol. Je me suis préparée à sauter et là, quelqu'un m'a appelé. Viens par ici. J'ai poussé une porte qui ouvrait sur le noir. J'ai inspiré, j'ai compris que si je respirais encore une fois, j'allais mourir. J'ai mis mon foulard comme ça et je me suis lancée dans le noir. Heureusement, Dieu m'a aidée. La porte s'est ouverte, j'ai vu la lumière et j'étais dehors. Quand on a vu l'ampleur du feu, beaucoup d'entre nous ont monté les échafaudages. Ils voulaient sauver les gens qui étaient aux fenêtres et qui appelaient à l'aide.
C'était la peur qui régnait là-bas. Ça sentait la fumée, le sang. Ça sentait déjà la mort. Si la mort a une odeur, c'était son odeur. Quand la fumée a commencé à se disperser, on est sorti du bureau et on a vu l'enfer. Tous les 3 mètres, il y avait un cadavre. J'étais tellement furieux. Voir des gens brûlés, se faire cogner encore et jeter dans ces voitures de police qui les amenaient en prison, pendant que les attaquants, eux, n'étaient pas inquiétés. Je suis sorti, abrité derrière un cordon de policiers. Mais des nationalistes m'ont reconnu. Ils ont commencé à me frapper. Heureusement, 2 policiers m'ont protégé la tête avec leurs boucliers. Je pense qu'ils m'ont sauvé la vie. Je me suis approchée avec mon mari et nous avons cherché Vadim. J'ai dit à mon mari que je ne le voyais pas. Il avait un jogging avec des bandes sur le côté. Et puis j'ai vu qu'il était allongé par terre. Des gars m'ont dit qu'il avait couvert exprès avec un drapeau ukrainien. Je leur ai dit, enlevez ce torchon, c'est quoi ça? Et les gars m'ont dit, on l'a couvert pour que personne ne s'en prenne à son corps. Il a été jeté de l'immeuble par la fenêtre. Et quant à ceux qui ont brûlé à l'intérieur, leurs familles n'ont même pas pu les habiller pour les enterrer. Les corps tombaient en miettes. Je regrette beaucoup de choses. Je me demande comment on aurait pu faire mieux ce jour-là. Mais la situation était difficile. Nous étions dans le feu de l'action. Je ne sais pas si ça va vous faire peur ou quoi, mais peut-être que ça devait se passer comme ça. Ces bâtards ont essayé de nous imposer cette saloperie de monde russe. Ils ont mérité cette mort. Je n'ai aucune pitié pour eux. Malheureusement, les principaux bâtards se sont enfuis et n'ont pas brûlé dans la maison des syndicats. Mais ces victimes servent d'avertissement. Ne plaisantez pas avec Odessa ou avec d'autres villes. Fini les blagues. Si quelqu'un s'oppose à nous, on va répliquer tellement fort que tout baignera dans le sang. C'est clair, les jeux sont faits. C'est le côté positif de cette journée. Ni le gouvernement, ni la justice ukrainienne n'ont appliqué de sanctions contre les miliciens responsables des tueries. La révolution ukrainienne a engendré un monstre qui va bientôt se retourner contre son créateur. Retour à Kiev. Au cœur de la capitale, les troupes paramilitaires du parti Svoboda se sont réunies devant un poste de police. Elles sont venues menacer une enquête en cours contre l'un des leurs. Svoboda, c'était le 3e drapeau que j'avais vu flotter sur la Révolution. C'est le parti politique d'extrême droite le plus important. Son leader, c'est lui, Oleg Tiagnibok. Historiquement, il appartient à la mouvance néo-nazie. Ви, українські націоналісти, українські патріоти, ви маєте стати отими героями, які сьогодні будуть захищати оту землю, на якій ми стоїмо. Вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з жидвою і з іншою нечистю, яка хотіла забрати в нас нашу українську державу.
Oleg a passé une alliance avec le Front National français. Puis, il l'a rompue quand Le Pen s'est tourné vers les Russes. Pour le leader de Svoboda, la révolution de Maïdan en 2014 est une chance historique. Le rôle de ses troupes dans le changement de régime le rend incontournable. Brusquement, il devient très fréquentable. Là, c'est lui, aux côtés du sénateur américain John McCain. Puis, serrant la main du vice-président américain Joe Biden. Ou encore, près de la responsable américaine pour l'Ukraine à la Maison-Blanche, la dame au petit pain, Victoria Nuland. Aujourd'hui, Oleg Tchernybok est retourné à l'opposition. Svoboda est une vraie menace pour eux. Ils ont peur de nous, car ils savent ce qu'on sait sur eux, qui ils sont. Et on les a toujours empêchés de commettre les crimes. Le leader de Svoboda a formellement refusé de répondre à nos questions. Son parti joue sur la misère grandissante en Ukraine. De nombreux Ukrainiens gagnent moins de 100 € par mois. Et leur pouvoir d'achat est tombé de 60%. Seuls les oligarques ont accès au rêve d'une meilleure vie. Dans le public de Svoboda, les perdants de la nouvelle Ukraine sont nombreux. Je voulais savoir les raisons de la colère des Ukrainiens. Pourquoi vous êtes là ? À l'étranger, quand les prix augmentent de 1%, tout le monde commence à sortir dans les rues et à manifester. Alors que chez nous, l'inflation est tellement forte qu'on ne peut plus survivre. Le ministre de l'économie est un jeune homme d'affaires qui met en place des réformes pro-business. Des mesures dénoncées par la droite nationaliste. Est-ce que vous êtes inquiet que les groupes radicaux puissent utiliser la situation économique sombre du pays contre vous, contre la jeune démocratie ukrainienne? Là, on parle de la menace populiste. C'est la plus grande menace. Ces gens sont le plus grand danger pour les réformes de ce pays. Oui, et ils ont des armes, ce qui n'est pas tellement habituel pour l'Europe. Ah, attendez, je ne parle pas de gens avec des armes. N'exagérons pas. Moi, je vous parle des brigades. Moi, je parle d'une situation normale. Il y a quelques incidents, comme ça arrive en France ou en Suède. Ça peut arriver parfois. Mais 99,9% du temps, ce pays, à part sur le front de l'Est, vit une vie normale, où les citoyens normaux ne sont exposés à aucun danger, quel qu'il soit. Dix jours auparavant, l'extrême droite attaquait le Parlement ukrainien. Dans la foule, on reconnaît Oleg Tchernybok, le chef de Svoboda. Les miliciens vont lancer des grenades sur la police. Le nouveau pouvoir ukrainien ne tient qu'à un fil. L'extrême droite est en mesure d'imposer ses conditions. Si on épure un peu les juges et qu'on vire les corrompus, nous n'aurons pas besoin d'une nouvelle révolution. 3 policiers sont tués ce jour-là. 2 semaines plus tard, le gouvernement ukrainien contre-attaque enfin contre les milices d'extrême droite. À l'Assemblée nationale, les masques de certains nationalistes vont tomber. Les parlementaires regardent un document vidéo plutôt gênant pour Igor. Son monde s'écroule. Lui, le chevalier blanc, s'est fait avoir comme un bleu. Il a été filmé à son insu en train de recevoir un pot de vin. C'est fourbe. Et retransmis en direct à la télévision et sur Internet. Документи там всіма копіями, тому що тут як балакали, 100 там пише. Ну, це що, я кажу, це що, насаль, що непосильним трудом, да.
Les députés votent la levée de l'immunité parlementaire de Igor. Ils demandent son arrestation immédiate. Cette vidéo est truquée, je n'ai pas cet argent, je ne l'ai jamais eu. Si je devais être arrêté pour un pot de vin, vous le savez tous parfaitement que lorsqu'il y a un pot de vin, l'argent est marqué et la personne est arrêtée immédiatement. Je n'ai pas et je n'ai jamais eu cet argent. Que tout le monde le sache, c'est un règlement de compte du président contre moi. Le peuple ukrainien va se battre et il vaincra. Cette fois, c'est Igor qui occupe la cage des accusés. L'enquête judiciaire va confirmer qu'il a bien touché un pot de vin. Sa carrière politique s'achève comme elle avait commencé, sur YouTube. C'est le premier leader d'extrême droite qui connaît un revers de sort. Restent tous les autres, que la révolution ukrainienne a armés et installés tout près du pouvoir. La diplomate américaine venue soutenir la révolution pouvait-elle ignorer la présence des groupes paramilitaires? Ou bien a-t-elle détourné la tête pour ne pas voir leurs oriflammes? En septembre 2015, à Kiev, se tient une conférence où se réunissent les puissants de ce monde qui ont soutenu la révolution ukrainienne. Bienvenue dans la bulle où se décide le destin de l'Ukraine. Officiellement, il s'agit de marteler que le pays est une bonne affaire pour les investisseurs. Mais ici, les gens d'argent jouent à la guerre mondiale. On ne vient pas faire la charité. L'Ukraine est un avant-poste essentiel de nos intérêts militaires fondamentaux. L'image que j'ai eue en tête quand j'ai entendu cette phrase, c'était les Russes vont bientôt envahir l'Europe, on dirait. Écoutez, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est clair que les Russes font des manœuvres militaires depuis 2 ans. L'Ukraine est donc une ligne de front d'une nouvelle guerre des blocs. Tiens, voilà l'ancien directeur de la CIA. Lui aussi pense que l'Ukraine sert à bloquer Poutine. Ce qu'il adorerait, c'est recréer l'Empire russe. C'est son but ultime. Il a très peur qu'un pays comme l'Ukraine ne décolle. C'est son pire cauchemar. Le général Petraeus a travaillé pour le président Bush en Irak. Il est célèbre pour avoir contenu, très provisoirement, l'insurrection sunnite irakienne, notamment derrière des murs de béton à Bagdad. Obama l'a nommé à la tête de la CIA. Aujourd'hui, il travaille dans le privé. Il plaide pour livrer des armes anti-chars aux Ukrainiens. Il est temps pour les pays occidentaux de fournir des armes anti-chars qui pourraient stopper l'avancée des tanks russes. Évidemment, ce genre d'idée n'est pas sans danger. Vous ne craignez pas que certaines de ces armes atterrissent dans les mauvaises mains, celles des radicaux? Non, mais il faut que j'y aille. Le général McChrystal a longtemps dirigé un corps d'élite de l'armée américaine, JSOC. C'est l'unité des forces spéciales ultra secrètes qui a eu la peau d'Oussama Ben Laden. McChrystal a fait l'essentiel de sa carrière en Afghanistan. Les groupes armés qui dérapent, ça devrait lui parler. C'est un problème, non, ces milices au sein des forces ukrainiennes? Il faut les professionnaliser en les entraînant et en les équipant mieux. Mais le plus important, c'est de les inciter à un bon comportement en les liant au gouvernement. Comme nous l'avons vu en Afghanistan, quand on laisse des groupes armés dans la nature, il peut y avoir un problème de mauvaise conduite. Vous savez qu'ils ont attaqué le Parlement la semaine dernière? Ah, ça c'est un problème. Merci en tout cas. C'est rapide toujours, hein, mais bon. En fait, les participants au colloque n'ont pas vraiment prévu de répondre à des questions. Même les Français, au rôle pourtant modestement décoratif, déclinent.
Non, même en tant que ça, d'accord, ok. Vous êtes l'incognito alors? Non, je ne suis pas l'incognito, mais je ne fais pas de déclaration. Pas de déclaration. Le pays le plus investi dans la Nouvelle-Ukraine, ce sont les États-Unis. Voici la dame au petit pain. C'est l'architecte de l'influence américaine en Ukraine. Nous apportons une aide militaire de défense permanente, plus que n'importe quel autre pays, en entraînement et en équipement. Nous avons eu un impact énorme sur le champ de bataille. Victoria Nuland a travaillé pour tous les présidents américains depuis 1993. Sa spécialité, contenir la Russie. Aujourd'hui, elle est responsable pour l'Ukraine. Elle a agi avec une efficacité remarquable. J'aurais voulu demander à Victoria Nuland si elle connaissait dès le départ la présence de néo-nazis chez les révolutionnaires ukrainiens. Et si elle l'avait sciemment dissimulé, pour ne pas gâcher le tableau. Ce jour-là, à Kiev, elle n'a donné aucune interview. Mais quelques mois auparavant, elle a été sommée d'apparaître devant une commission d'enquête parlementaire à Washington et de répondre à la question. Were there neo-Nazis in those Everett Street violence that led to Mr. Yanukovych's removal? There were mothers and grandmothers and veterans. Yes, there were mothers with flowers, but there were also very dangerous street fighters who were engaged in those demonstrations. The question is, were there neo-Nazi groups involved in that? There were, as I said, almost every color of Ukraine was represented, including some ugly colors. The answer is yes, then. Nous sommes loin, très loin de l'image d'Épinal rassurante que Victoria Nuland offrait aux caméras pendant la Révolution. Les États-Unis souhaitaient de toute leur force le changement de régime à Kiev. Sans les troupes de choc de l'extrême droite, celui-ci n'aurait pas été possible. Mais ils étaient dangereux. Cette information s'est perdue dans le vacarme, comme on a omis de raconter le massacre d'Odessa. Parce que ça ne cadrait pas avec une histoire simple, trop simple. La révolution ukrainienne, c'était tous les gentils à l'ouest et tous les méchants à l'est. Dans la partie d'échecs que se livrent à nouveau Russes et Américains, j'ai bien peur que l'Ukraine ne soit restée qu'un pion.